Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, rapper pour mieux maîtriser les verbes et les temps. C'est l'idée de Marion Barlogis, c'est notre prof influenceuse de la semaine. On la suit dans ses figures de style dans un instant. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet. Et Gaël, avec toi et avec ton chapeau, on va revenir sur le leader de l'open source racheté par la multinationale IBM pour la bagatelle de 34 milliards de dollars. Oui, Red Hat a 30 ans et c'est toute une histoire. Et complètement, c'est une des distributions qui m'a fait rêver enfant et c'est un plaisir pour moi de pouvoir parler un peu de cette saga, de cette grande multinationale aujourd'hui de l'open source. Oh bah si on peut refaire vivre tes rêves d'enfant, vraiment, nous on est là pour toi. Notre question du jour, 2 pour le prix d'une. Tiens, d'abord, grand oral, la voie du succès. Dans 2 mois, quasi jour pour jour, ce sera le grand oral pour les lycéens et les lycéennes, pour les étudiants et étudiantes. Il faudra se préparer aux entretiens d'entrée, soit en école de commerce ou peut-être pour ses oraux de médecine, avec toujours une même question. Comment donner de la voix VOIX pour trouver sa voix VOIE? Suivez mon regard, notre invité et coach du jour a certainement la réponse. Adrien Borne, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes cofondateur avec Jérôme Libeskin de Speech Easy, journaliste, également romancier et donc coach en prise de parole. Et puis en deuxième partie, touche pas au Wi-Fi. Avec l'arrivée du Wi-Fi 6E, une nouvelle norme tellement nouvelle que j'arrive pas à la prononcer, on s'apprête à booster littéralement la connectivité de nos maisons et de nos écoles. On va aussi s'intéresser à ces réseaux qui ne sont pas toujours aussi fiables qu'on le croit. On en parlera avec vous, Lionel Paris. Vous êtes expert réseau pour Netgear. Bonjour à vous. Bonjour. Tous ces sujets, c'est tout de suite, mais d'abord, focus. Nino dans le futur de l'indicatif, Kerry James et les modes verbaux. Les rappeurs s'invitent dans les révisions de français sur la chaîne YouTube de Marion Barlogis. Xavier Terrade a suivi quelques cours de rattrapage avec la prof d'HistéGéo et français, la plus rappeuse de YouTube et donc aussi en lycée professionnel. Béné, il dit « c'est maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi à quoi ça sert de faire des études ». Il est donc au présent. Il est au présent et en plus il le marque par l'immédiateté de son besoin, c'est maintenant que. Et là, Kerry James, il lui répond au futur de l'indicatif. S'il répond au futur, c'est intéressant à analyser parce que ça marque vraiment une certitude de sa part. Apprendre la temporalité des verbes grâce au rap et notamment aux morceaux de Kerry James, c'est ce que propose Marion Barlogis. Sur sa page YouTube depuis le premier confinement début 2020, la professeure de français tient à réhabiliter le rap, parfois injustement décrié. C'est aussi l'occasion, petite parenthèse, de répondre à l'absurdité qu'on entend parfois, comme quoi le rap serait une sous-culture d'analphabètes. Donc voilà, ignorance ou mauvaise foi, je ne sais pas. Mais force est de constater qu'il y a tout sauf de l'analphabétisme dans les phrases qui arrivent. Pour elle, le rap peut aussi permettre d'étudier les figures de style, comme le chiasme. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Alors là, vous repérez la symétrie dans la construction, la croix, si on écrit cette phrase. Il y a yeux qui se répète et se répond, et pareil avec bleu. Dans une vidéo plus récente, en septembre 2022, Marion Barlogis se permettait toutefois de tacler Weshden et sa phrase sans verbe « tu hors de ma vue ». En fait, si tout le monde lui tombe dessus et se moque d'elle, c'est parce que malheureusement, elle a oublié le verbe. Il n'y a pas de verbe dans sa phrase alors qu'il en faut un. De façon plus classique, la professeure de français et d'histoire-géographie propose aussi à ses abonnés YouTube, avec son regard pluridisciplinaire, d'analyser la mise en scène des discours politiques, toujours en trouvant le bon ton. Alors, je ne sais pas si vous allez tacler Weshden, Adrien, mais en tout cas, on peut se dire que, là aussi, on va le voir dans un instant avec vous, sur la préparation à l'oral, toutes les figures de style sont permises. Ah bien sûr, toutes les figures de style sont permises. Il n'y a pas une langue, il y a des langues. Et en réalité, il y a des registres. Un moment où il faut peut-être convoquer tel registre plutôt que tel autre. Alors je ne sais pas si le fait de rapper pendant un oral peut être pertinent. Il faut le voir, il faut le sentir. Tout est une affaire de circonstances. Et c'est hyper intéressant là, ce qu'elle fait là, cette prof. Allez, on va justement faire swinger les grands oraux auxquels vous vous préparez, que vous soyez lycéen, lycéenne, étudiant ou étudiante. Le grand oral, vous laisse en voix. Moi, en tout cas, c'est clair. On a la solution. C'est la première partie du talk. Et à nos côtés aujourd'hui, Lionel Paris, vous êtes expert réseau pour Netgear. On va revenir avec vous en deuxième partie de cette émission à l'importance d'un changement
Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une révolution. Nouvelle norme Wi-Fi 6E qui va débarquer dans nos écoles et dans nos maisons très prochainement. Adrien Borne, vous êtes donc cofondateur avec Jérôme Libeskind de Speech Easy. Vous êtes également journaliste, romancier, coach en prise de parole. On vous a entendu, vous a vu sur RTL, sur RMC, sur iTélé ou encore sur LCI. Et c'est grâce à vous qu'on va peut-être réussir à craquer la question de l'oral, du grand oral pour les lycéens et lycéennes. Attention, dans 2 mois, quasiment jour pour jour, ce sera à vous de plancher à l'oral. Et pour les étudiants et les étudiantes, il va falloir commencer à se préparer aux oraux des écoles de commerce, par exemple, ou à l'oral de médecine, pour pouvoir mieux se présenter. La proposition que vous nous faites, c'est de savoir mieux placer, mieux donner de la voix VOX pour finalement montrer qu'on maîtrise sa voix VOIE. Tout est lié. Tout est lié. Si vous n'avez pas de voix, là, si moi j'ai un filet de voix, même s'il y a un micro, évidemment, mon message ne passera pas. Mais par ailleurs, si vous n'êtes pas un peu aligné avec ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous voulez défendre, pourquoi vous voulez intégrer cette école, pourquoi vous voulez prendre cette voie-là, VOIE, il n'y a rien qui se passera. Où il y a peu de choses qui se passeront. Et avec Jérôme Libeskind, on est parti d'un constat tout à fait empirique, parce qu'on a des enfants, et qu'on s'est rendu compte, peut-être que Lionel c'est le cas aussi, on s'est rendu compte des difficultés qu'ils avaient au moment où les épreuves orales se présentaient à eux, parce qu'on est dans une situation où la France... L'école française fait de l'oral le parent pauvre absolu. C'est-à-dire que ça crée, quelles que soient les strates de la société, des impasses, des angoisses, des situations de stress et souvent des impossibilités. C'est-à-dire, je suis frustré, j'obtiens pas ce que j'espérais à cause d'un oral. Ah non, ça c'est vraiment un truc. Avec Jérôme Libeskind, on s'est rendu compte à quel point c'était impossible. C'est pas possible qu'on puisse pas obtenir ce qu'on veut parce qu'on a bloqué à l'oral. Et on veut se l'interdire, ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, la façon, en tout cas, dont l'enseignement est fait en école française est relativement top-down. Alors, ça commence à s'améliorer. Il y a des initiatives qui sont prises à la marge. Mais c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de donner de la voix, encore une fois, je reprends cette expression en classe, quand on nous interroge. Donc, c'est quelque chose qui va venir, finalement, être source de stress. C'est parce qu'on nous donne comme un réflexe pavlovien, l'autorisation de parler, qu'on va le faire. On ne va pas prendre la voix automatiquement de façon très, très libre. Moi, j'appelle ça le syndrome de la récitation. On apprend, vous l'avez tous en tête, on apprend une poésie. On se lève, on est là, on est rigide, on récite, on apprend par cœur. Je ne sais même pas si on comprend tout à fait ce qu'on dit parfois selon le poète ou le rappeur qu'on récite. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'automatisme qui est pas probant. Et on le voit, les jeunes sont préparés aux oraux. Post-bac, ils sont préparés, parfois très bien préparés. Nous, on vient en support de l'école, mais sauf qu'ils ont appris par cœur des choses et qu'on ne les entend plus derrière les mots. Moi, si vous voulez, on peut parler. Vous voyez, vous avez déjà vécu ça, des gens qui parlent, et puis vous les regardez et vous êtes là. Oula, j'ai un peu décroché là. C'est un peu ce qui se passe. Je vous dis empirique, moi j'ai fait passer des oraux à des jeunes, dans d'autres. J'ai été dans le jury. Au bout du 15e, j'étais là, mais je les confonds tous. Ils ont des CV formidables, bien meilleurs que celui que j'avais moi à leur âge. Il y a un peu de temps derrière. Mais... On ne dira pas combien. Non, on ne dira pas. Et je les entends pas, ces gamins. Pardon, je dis gamins, mais ces jeunes, je les entends pas. Et c'est horrible. J'ai envie de ça. J'ai envie qu'ils impriment. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut un peu construire sa voix. Et puis, il faut construire un raisonnement. Il faut construire une démonstration. Et il faut qu'on perçoive à travers tout ça qui ils sont. Voilà. Dites-moi qui vous êtes. Et si vous me dites qui vous êtes, vous allez forcément retenir l'attention des gens qui vous écoutent. On va revenir à la méthode de Speech Easy dans un instant, mais si je vous entends bien, ça veut dire qu'on a une tradition finalement dans l'éducation nationale française qui tient plus de l'expression écrite que de l'oralité. Comment faire pour libérer justement ce potentiel de l'oral ? Alors, il y a à mon avis un travail de fond. Vous l'avez dit, il y a des solutions qui commencent à émerger. Il va falloir qu'on fasse de la place à l'oral, à mon avis, dans l'école, au sens large. Nous, on arrive au milieu du chemin. J'ai pour l'habitude de dire qu'il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour se former à l'oral, mais c'est important de le faire quand même le plus vite possible, parce que ce qu'on se dit là, maintenant, post-bac, ça revient plus tard en entreprise. Il y a une étude récente d'Ipsos. 75% des patrons ont peur de la maîtrise de la langue française, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, de leurs salariés, 75%. Donc c'est édifiant. C'est édifiant. Donc vous voyez bien que le problème au moment du lycée, du bac ou du post-bac, il se retrouve plus tard. On ne le réglera pas. Et
moi, je pense qu'il y a en plus, on rentre dans une ère intelligence artificielle, ChatGPT, etc., où en fait la question du contenu n'est plus à l'ordre du jour. On a accès au contenu. Et on a presque accès à la rédaction du contenu, si je puis dire. Mais en revanche, il y a des chercheurs américains ont dit que l'oral serait le life skills du 21e siècle. Et j'en suis assez convaincu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la différence se fera peut-être au moment où on prendra la parole. Et où vraiment on se saisira de la parole. Et c'est ce que certains enseignants américains évaluent chez leurs élèves quand ils leur font faire des oraux, des exposés. Le contenu, enfin nous, encore une fois, il y a quelques temps, on allait chercher les livres, il fallait... Bon, là, il n'y a plus d'enjeu, il est partout, le contenu. En revanche, la présentation, la hiérarchisation, la construction, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Lionel, on est en train de décrire aussi vraiment ce mécanisme qui fait que le blocage de l'oral dès l'école va peut-être nous suivre dans la suite de notre carrière professionnelle. Vous avez déjà été confronté, vous, à des difficultés à l'oral ou au contraire, pas du tout, c'est un second réflexe? Non, mais ça a toujours été un second réflexe chez moi. Par contre, j'ai, dans ma carrière, managé des équipes où on voyait très clairement que la prise de parole, ça faisait peur. Oui. Non pas parce que les gens ne maîtrisaient pas le sujet ou ce qu'on leur demandait, pas du tout. Mais c'est le fait de se retrouver à s'exprimer devant un public, d'essayer de faire passer des idées de manière construite. Et effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve en entreprise. Les gens fuient cet exercice. Il faut être très clair. Donc tout le monde ne se sent pas à l'aise. Il faut terminer avec cette anxiété de l'oral. Pour ça, il y a donc une méthode, Speakeasy, ça tombe bien. Alors, une méthode qui n'est peut-être pas à portée de toutes les bourses, parce qu'on va le dire tout de suite, parce que aussi on a affaire à des coachs extrêmement qualifiés. Vous, en l'occurrence Adrien, mais aussi Jérôme Libuskin, vous êtes aussi des journalistes qui sont passés par de grandes maisons, qui vont donc pouvoir peut-être plus facilement aussi mettre ces étudiants et ces étudiantes à l'aise face à ces méthodes de prise de parole en public. 400 € pour 3 heures, c'est un prix conséquent. Est-ce que c'est un prix abordable? Comment est-ce que vous avez jaugé du bon pricing pour cette offre? Honnêtement, on a fait une étude de marché. On est légèrement en dessous des prix qu'affichent certains organismes, avec ce constat qu'on peut d'ailleurs poser, et il faut sans doute l'étudier ensemble. C'est-à-dire que les prépas sont chers, les prépas d'écoles de commerce sont chers, les écoles de commerce sont chères. On est dans un écosystème qui est coûteux. Et avec tout de même l'idée que nous avons avec Speakeasy de dire qu'il y a là un investissement. Alors bien sûr, oui, c'est cher. Mais il y a des coachs en Parcoursup, c'est 1 500 €. Donc nous, on propose cette formule de 3 heures, peut-être un peu plus. C'est vrai que c'est cher, mais avec cette particularité que nous, on ne vient pas de l'école. On vient de l'entreprise. Alors bien sûr, moi, mon métier, ça a été le vôtre. Pendant 15 ans, j'étais à votre place, j'animais des émissions. Jérôme, c'est la même chose. Jérôme Libuskin. On forme des patrons, c'est notre principale activité aujourd'hui. Et on s'est dit, attendez, on forme des patrons, pourquoi on ne forme pas de la même manière les élèves? Alors, et voilà. Ils sont peut-être d'ailleurs les patrons de demain, je dis ça comme ça. On y revient, tout est lié. Et donc, vous voyez, pour nous, il y a une cohérence. Alors, évidemment, c'est un investissement, j'en suis parfaitement conscient, avec à l'esprit que, dans un premier temps, c'est comme ça, et nous, ensuite, on ouvrira pro bono, on fera en sorte que certains élèves qui ont moins de revenus puissent profiter et venir, évidemment, avec nous. On propose aussi quelque chose, même si on va s'ouvrir à au distanciel, on propose la logique de groupe. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'on est toujours plus intelligents ensemble et que observer ce que fait l'autre, que ce soit bien, que ce soit moins bien, que ce soit perfectible ou non, c'est intéressant. On est pendant 3 heures dans un truc très collectif, même si, bien sûr, chacun a une préparation ou un enjeu à l'oral. Certains ont des points forts dans l'expression, dans la fluidité, peut-être moins dans la cohérence. Donc nous, on fait du sur-mesure tout en étant dans ce petit groupe. Les deux, à mon avis, sont liés. Et je le répète, c'est un investissement. Un investissement pour 10 étudiants et étudiantes par session. Maximum, justement, qui vont pouvoir se confronter d'abord à ces techniques à l'oral. Je crois que vous leur demandez un travail d'introspection avant même de venir vous voir. Commencez déjà à penser à cet oral, le délivrer, et à partir de là, on commence à travailler. Oui. Nous, alors parce que 3 heures, c'est long. Et ça l'est pas du tout en même temps. Pardon pour cette réponse de Normand. Mais c'était beau. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était presque un exercice de philo. Non, voilà, c'est ça. 3 heures, c'est long ou pas? Il faut quand même qu'ils aient travaillé sur eux. D'abord sur le message qu'ils ont envie de délivrer. Et nous, on va travailler plus sur, certes, la manière de le délivrer, plein de petits trucs.
sur comment on s'exprime, comment on porte la voix, qu'est-ce qu'on fait de son corps. Vous savez, des choses toutes bêtes. Pendant un oral, ou quand on prend la parole, beaucoup de gens découvrent qu'ils ont des mains. C'est vrai. Voilà, soudainement, on a des mains qui mesurent 4 mètres de long, on ne sait plus quoi en faire. Voilà, des toutes petites choses qui permettent en réalité d'abord de se mettre le plus à l'aise possible au moment où ça commence. Et puis ensuite, il faut qu'on trouve notre cohérence. J'y reviens, c'est très important. On parlait de médecine parce qu'on a aussi un petit module pour les élèves de médecine. Il y a des oraux qui n'ont rien à voir avec la technique. Totalement. C'est assumé, des petits modules de 10 minutes selon les universités, et on les interroge, ces élèves de médecine hyper compétents, hyper qualifiés dans leur domaine, quand ils ont bien travaillé, sur des choses qui n'ont rien à voir. Et on va mesurer leur niveau d'empathie, de conversationnel, plein d'éléments qui vous tombent un peu dessus, honnêtement. Donc nous, on est là pour justement trouver ce lien, créer ces liens qui vont les aider à élaborer leur pensée, à la soutenir et à la défendre pour qu'il n'y ait pas de regrets. Il y a quelques temps, moi j'ai souvenir de cette élève de médecine qui avait fait tout un tweet pour dire à quel point elle était dévastée parce qu'elle avait des bonnes notes sur les épreuves médicale, technique, et qu'elle s'était effondrée sur ses épreuves orales, où je crois qu'elle avait eu un truc autour de la sécurité routière. Vous voyez, et là, elle s'était perdue, et elle le vivait comme une injustice profonde. Nous, Speakeasy, ça nous avait marqué, ce témoignage. On ne veut plus qu'il y ait ça. On ne veut plus qu'il y ait ces sentiments d'injustice, au prétexte qu'on n'a pas su défendre sa pensée, qui sort peut-être de la pure technique. Sachant que, en l'occurrence, aussi, à terme, un médecin va être en contact avec une patientèle, va donc devoir avoir un rapport extrêmement humain, être à l'écoute, pouvoir aussi savoir parler à ses patients et patientes. Donc, finalement, c'est aussi remettre de la relation humaine là où peut-être certaines parties d'études, notamment en médecine, ne le sont plus réellement. Gaël, moi, je me dis que tu n'as jamais eu de problème à l'oral. Je me trompe ? J'ai commencé très tôt avec mon père, donc, qui est pasteur, qui a prêché. Donc ça a été, on m'a mis dans le bain très vite. Ça a été ta prépa grand oral. Et à 16 ans, je devais parler devant 6000 personnes. Donc ça, il n'y a pas trop eu de soucis. 6000 personnes. Donc, Adrien va faire ça. Le problème est réglé. Par contre, ce qui a été compliqué pour moi, donc, parler devant beaucoup de gens, c'était pas très compliqué. Par contre, parler à une personne, c'est des choses sur lesquelles je pouvais buter. Surtout les premières filles. Ça a été compliqué. On ne veut pas le savoir. Non, pas. Ça a été compliqué. Juste pour revenir sur le fait de commencer tôt, on a eu sur ce plateau Marielle, qui était une stagiaire de 3e, et c'est vrai que pendant les stages de 3e, c'est un moment aussi pour moi de faire ces enfants prendre la parole devant un conseil municipal, en plateau, et de voir un peu comment ils se débrouillent, de leur mettre un peu le pied à l'étrier. C'est qu'il y a cette espèce de rêve et de fantasme autour de la télévision. Et donc, amener ces enfants en plateau avec moi, ou les amener à prendre la parole avec moi devant des adultes ou d'autres personnes de leur classe, par exemple, c'est un moyen pour moi, dès la 3e, de leur permettre de se rendre compte que le boulot technique, il est aussi de vulgariser, d'expliquer ce qu'on fait. Vulgariser, expliquer, donc dédramatiser aussi l'oral. Encore une fois, ça démarre très tôt. Vous récupérez, vous, ces étudiants et ces étudiantes, quand ils ont finalement ce besoin spécifique de présenter, de se présenter devant leurs examinateurs et examinatrices. Qu'est-ce qu'on cherche honnêtement aujourd'hui comme qualité d'un futur étudiant en école de commerce, d'une future étudiante en école de médecine? C'est avant tout le fait de savoir montrer sa part d'humanité. Oui, vous l'avez dit, je pense qu'il y a l'expression relation humaine, qui est un paramètre très clairement exprimé dans les critères de beaucoup d'oraux, médecine ou des écoles de commerce. Parce qu'on les voit, ils sont encore une fois souvent très bien préparés, mais qu'en est-il des relations humaines? Vous en témoignez à l'instant, dans une entreprise, tout est une affaire de relations humaines, de rapports, parfois des rapports de force, mais même ceux-là, il faut savoir les gérer un peu intelligemment, parce que il y a des hiérarchies, et tout ça, ça passe par l'expression. Vous parliez de la relation amoureuse. Enfin, je veux dire, c'est ça la première expression orale finalement, c'est aller vers l'autre. Donc bien sûr que ça c'est un truc qu'on évalue. Et c'est cette intelligence situationnelle, pardon pour cette formule un peu, mais c'est ça un oral. C'est une intelligence de situation. Et je me permets de réagir à ce que vous venez de dire aussi c'est très intéressant. Et c'est que là on voit qu'il y a du cas par cas nécessaire. C'est qu'il y a des gens comme vous devant 6000 personnes tranquilles. Il y a des gens très à l'aise devant une foule et un public très nombreux. Et alors qui en petits groupes vont retrouver que c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, on a vraiment chacun des habitudes et ça, des réflexes, quelque chose d'un peu d'inné, et il faut savoir un peu le travailler.
Mais, et j'employais le terme dîner, je fais partie de ceux, je l'aurais dit, qui ne croient pas que c'est réservé à quelques-uns. Ça, j'insiste. C'est vraiment très important. Il y a des concours d'éloquence, c'est très bien. Aujourd'hui, on voit des gens extraordinaires, dès le plus jeune âge, qui prennent la parole sur des plateaux de télévision sans l'ombre d'un doute et d'une incertitude. Mais tout le monde peut prendre la parole. Il suffit, et ça je vous le dis d'expérience de cœur, parce que c'est ma vie, c'est aussi mon histoire, je ne vais pas vous raconter là, mais j'y crois vraiment fondamentalement. Et nous, c'est ce qu'on a chevillé au corps. Par contre, on ne naît pas grand orateur ou oratrice, on le devient. Exactement, exactement. Et ça se travaille, ça se construit, ça s'élabore avec nos certitudes. Qu'est-ce que je suis, moi, par exemple? Je suis bon parce que je suis un professionnel, parce que je sais créer de liens, parce que j'ai la capacité à tenir un regard alors que d'autres l'ont pas, parce que je suis souriant. Qu'est-ce qui me façonne? Qu'est-ce qui fait que je suis là solidement ancré au moment où je vous parle? C'est ça qu'il faut trouver. Et c'est pas très compliqué, hein, mais il faut juste s'interroger là-dessus. C'est pour ça que vous le disiez, il y a un petit travail préparatoire sur soi. Un travail préparatoire sur soi et puis surtout un timing et un rétro-planning à tenir parce qu'encore une fois, pour se préparer, alors pour les lycéens, lycéennes, au grand oral, ce sera dans 2 mois quasiment, jour pour jour. Pour les étudiants et étudiantes, ça va être l'étape et encore une fois des entretiens d'admission. Il faut commencer à préparer là, maintenant, avril, mai, juin pour être prêt pour la rentrée. Oui, il faut se préparer maintenant. En fait, il faut se préparer un peu tout le temps. Il y a ces phases de rush, hein, je ne vous l'apprends pas. Et là, maintenant, il y a des concentrations là, très fortes. On est en plein dedans. Nous, on peut s'inscrire sur les plateformes sur Speakeasy pour prendre rendez-vous. Tout au long du mois d'avril, du mois de mai, du mois de juin, on assure des formations. Et puis, tout au long de l'année ensuite, parce qu'encore une fois, c'est une préparation parfois au long cours. Donc, tout dépend un peu de son timing personnel. Dans une phase de rush, on est là. Dans une phase à plus long terme, on est là également chez Speakeasy. On tient à être dans cette présence régulière. Encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, la prise de parole. Bien sûr que l'enjeu essentiel, c'est que ça commence très tôt, à mon avis, dès l'école maternelle, et qu'ensuite, ça devienne très naturel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en fin de cursus lycée, études supérieures, tout d'un coup, boum, le coup près tombe, en fait. Ah ouais. Et là, il y a des oraux qui s'imposent à nous, un peu partout. Honnêtement, parce que vraiment ça vient de toutes parts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on est préparé, etc. Les enseignants eux-mêmes sont peu accompagnés pour devenir de bons préparateurs. On l'a jamais fait et puis soudainement on leur dit il y a un grand oral. Donc tout ça il faut le construire et il faut l'élaborer. Nous c'est ce qu'on cherche à faire. Encore une fois, sans doute demain dès le lycée. Aujourd'hui on se concentre sur les post-bac. Demain dès le lycée et puis plus tard aussi vers l'entreprise, vers les moments d'entretien d'embauche. Encore une fois, tout se tient, je pense. En investissement pour la vie, tiens, tout simplement, comment justement s'ouvrir à cette civilisation de l'oralité, devenir un futur grand orateur ou oratrice. Toutes les méthodes, la méthodologie, vous retrouvez sur le site de Speakeasy. Adrien, vous restez évidemment avec nous en plateau, Gaël aussi et Lionel aussi. Dans un instant, on va plonger dans une révolution, celle de la connectivité avec le nouveau standard Wi-Fi 6E. Mais d'abord, comme on est extrêmement connecté aussi, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très grand orateur Édouard Degnaud. C'est avec les I mean, look at that face. Look at.
Et de retour sur le plateau de l'École du Futur, qui n'est pas imprimé en 3D, lui par contre. On est avec Adrien Borne, cofondateur de Speakeasy, journaliste, romancier, coach en prise de parole. Également avec Lionel Paris, expert réseau pour Netgear. Dans un instant, on continue à dérouler nos actus. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière le chapeau. Et je sens que ma blague va tomber totalement à plat. Si tu ne portes pas ce Red Hat, parce qu'avec toi, on plonge dans l'histoire de ce leader de l'open source, Red Hat. Donc, racheté il y a quelques années la bagatelle de 34 milliards de dollars par IBM. Tout à fait. Dans la grande famille des systèmes d'exploitation, on a eu Ubuntu, RoboOS, OpenBSD, FreeBSD, dont on a un peu parlé ici sur le plateau de l'École du Futur. On va continuer cette découverte des systèmes d'exploitation et des distributions GNU Linux. Et dans la grande famille des distributions GNU Linux, Slackware, Debian et Red Hat font partie des 3 plus anciennes distributions. Ils ont donné naissance à d'autres distributions, c'est même des distributions mères. Debian a donné naissance à Ubuntu, dont on a déjà parlé. Et Red Hat fait partie de ces distributions qui fêtent leurs 30 ans cette année. On a une distribution en plus par rapport aux autres dont j'ai parlé, qui est devenue une grande entreprise et qui aujourd'hui est un acteur économique, à la fois en tant qu'entreprise, mais aussi en tant qu'animateur de cette communauté open source. Et elle a été cofondée par le Canadien Robert Bob Young, qui était propriétaire d'AAC Corporation, et de l'Américain Mark Ewing, qui lui développait dans son coin la distribution Red Hat. Et en fait, ils fusionnent leurs 2 initiatives en 1995 pour donner naissance à Red Hat Software. Alors voilà pour la préhistoire de Red Hat. On verra ensuite que cette histoire s'accélère littéralement. Si tu ne mets toujours pas ce chapeau, ma blague tombe toujours à plat. Qu'est-ce qui distingue Red Hat des autres modes de distribution? Ce qui distingue Red Hat des autres distributions, c'est le Fedora, le fameux chapeau rouge, qui est l'accessoire totem de Red Hat. On le voit à des kilomètres et qui, depuis le début, la couleur rouge pour eux, c'est la couleur des révolutionnaires. Si vous vous souvenez de ma précédente chronique sur les hackers, le chapeau, chez nous, c'est fondamental. Et en fonction de la couleur du chapeau, vous donnez un peu le bord dans lequel vous êtes. White hat pour les hackers qui sont sympas, black hat pour les mauvais. Comme toi pour les white hat. Oui, bien sûr. Et en dehors de il y a 50 nuances de hackers. Exactement, et des blue hats aussi dans les structures publiques, les green hats aussi, qui rappellent un peu l'univers Marvel. Qu'on refera peut-être un jour ici d'ailleurs sur ce plateau. Avec, on t'attend. En Hulk. Vraiment, en dehors de ces marqueurs forts, donc là évidemment ce chapeau, le fait que ce soit devenu une grande entreprise, ce qui a vraiment fait la force de Red Hat dès le début, c'est que c'est pas juste des geeks dans un bureau, dans un garage qui cherche à faire une distribution Linux, c'est une entreprise qui cherche à accompagner ses clients parce qu'à l'époque, c'était pas cool forcément d'installer Linux sur son poste de travail. On risquait de se faire licencier. Et donc Red Hat a apporté cette tranquillité aux professionnels, de leur dire OK, on vous livre un logiciel libre, mais on vous livre aussi le support, l'accompagnement qui permet un peu dans le temps de pouvoir garantir que ça fonctionne et garantir que la solution correspond bien sûr aux besoins de l'entreprise. Des grands noms et des grands fabricants ont adoubé carrément Red Hat, comme Dell, HP, IBM, Oracle. C'est une vraie caution technique pour Red Hat. Et en 1999, Red Hat est introduit en bourse, ce qui permet d'avoir des capitaux pour racheter d'autres entreprises stratégiques et phares de l'open source, comme Cygnus Solutions. 2005, ils sont introduits au Nasdaq, 2006 au New York Stock Exchange, donc ça va vite. Et ensuite, ils rachètent JBoss, Innovance, Ansible, Coventry, Twiscale, CoreOS. Toutes ces entreprises rejoignent l'escarcelle de Red Hat, qui fait de Red Hat ce qu'il est aujourd'hui. Et fin octobre 2018, IBM rachète Red Hat pour la bagatelle de 34 milliards de dollars. Bon, comme quoi on peut faire de l'open source et du business en même temps. Captain Musquet, quel est le modèle économique qui a permis cette ascension fulgurante, aussi fulgurante que ta dernière réponse? Et donc là, on va devoir rapidement expliquer qu'en fait, c'est cette confiance en fait, de Red Hat, le support, le fait qu'il puisse soutenir pendant plus de 10 ans pratiquement ces logiciels, ces versions de Red Hat Enterprise Linux, qui est la version qu'ils vendent.
Ils vendent les binaires, même si le logiciel est libre. Et en fait, cette confiance, le fait d'avoir un interlocuteur technique, commercial, fiable, a permis à Red Hat aujourd'hui de devenir plus qu'une entreprise qui vend des logiciels, mais une vraie plateforme qui, de l'edge computing, donc des petits capteurs, des petits ordinateurs avec peu de puissance, jusqu'au mainframe, jusqu'aux grands calculateurs aujourd'hui, permettent à cet acteur du logiciel libre de continuer son ascension. Un logiciel libéré. Merci Gaël pour cette explication. Je vous rappelle évidemment que toutes ces notions, elles sont à retrouver et à bûcher surtout pour votre brevet PIX sur les compétences numériques. Petit astérisque qui s'affiche en bas de l'écran. Des maisons de plus en plus connectées, des écoles aussi de plus en plus connectées. On va entrer ensemble dans la révolution du Wi-Fi 6E. C'est au menu du talk, deuxième partie. Et avec nous toujours en plateau pour en parler, Adrien Borne, cofondateur de Speecheasy, Lionel Paris, expert réseau pour Netgear, et bien sûr notre hacker éthique préféré, Gaël Musquet, Red Hat. Pour le coup, aujourd'hui, Wi-Fi, vous avez dit Wi-Fi. C'est vrai que ça fait 25 ans que le Wi-Fi s'est installé dans notre quotidien. Lionel, vous n'allez pas me démentir. Non. Il y a qu'à voir le désespoir des ados quand on les menace de couper le Wi-Fi à la maison. Bizarrement. C'est une vraie sanction. Hein. Ouais, c'est une vraie sanction. C'est une sanction qui est extrêmement compliquée, d'ailleurs, même pour les adultes référents qui seraient autour de cette table, parce que dans ces cas-là, on se sabre aussi le Wi-Fi sous les pieds. Qu'est-ce qui a vraiment changé en 25 ans dans finalement notre dépendance à ce système de réseau ? C'est devenu un petit peu le Wi-Fi, c'est une technologie qui est devenue le moyen d'accéder à l'information. Quand on prend du recul, effectivement, aujourd'hui, 90% des appareils qu'on utilise vont se connecter en Wi-Fi pour nous donner accès à Internet, pour nous permettre de faire des achats en ligne et toutes les recherches et tout ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Donc finalement, c'est une technologie qui s'est insérée dans le fonctionnement qu'on a aujourd'hui au sein d'un foyer. C'est aussi important que l'eau, que l'électricité, finalement. On a ce même besoin. Et donc, au fur et à mesure que cette technologie évolue, nos usages aussi évoluent, et on ne fait pas du tout la même chose avec une télévision, avec un smartphone, avec un ordinateur, une tablette et des objets connectés que l'on faisait il y a 25 ans. Donc ça a grandement évolué, le besoin a évolué, et ce besoin de consommer l'information partout et où qu'on soit, aujourd'hui, c'est une réalité. Ce qui explique aussi qu'on ait besoin de réseaux de plus en plus puissants. On va y revenir. Vous le disiez, en effet, le fait que l'accès à Internet soit aussi précieux et aussi indispensable que l'accès à l'eau et à l'électricité, c'était notamment le leitmotiv d'Axelle Lemaire en 2016, lorsqu'elle a fait voter la loi pour une République numérique, qui consacre notamment le principe de neutralité du net, d'accès au réseau égal pour tout citoyen et citoyenne, sans discrimination de la part des opérateurs. L'ONU aussi avait d'ailleurs rappelé en 2012 que l'accès à Internet était devenu un droit fondamental, donc la connectivité, par définition. Aujourd'hui, est-ce que c'est un droit qui est respecté ? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à des situations, notamment en France, où sur le déploiement des technologies comme la fibre, par exemple, là, on sait très bien que l'ancienne génération, qui est la DSL, qu'on a tous connue, qui aujourd'hui n'est plus adaptée à l'usage, une mort annoncée qui est programmée pour 2030, ça a été annoncé officiellement par Orange, et donc la fibre va devenir le moyen de connectivité universelle pour chaque foyer et pour chaque entreprise, et donc qui dit fibre, dit performance et dit débit. Et c'est là où le Wi-Fi arrive juste derrière. Alors il y a deux grands mystères dans l'univers, d'abord est-ce qu'on dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi ? Je vous laisse trancher. Alors on peut dire les deux. Je vais pas prendre parti là-dessus parce que on a un débat. On en rit comme ça, mais c'est un débat qui agite littéralement tous les geeks. Mais c'est une réalité. Vous allez me demander un avis ? Oui. Je dirais qu'on peut s'autoriser les deux. C'est bon. Parce que c'est en fait la technologie sans fil. C'est le wireless, mais en fait, c'est surtout la box. Beaucoup de gens disent la Wi-Fi, parce que la Wi-Fi, ça vient de la box qu'on a tous au domicile. Donc c'est un raccourci idéologique sur la façon dont on passe du réseau à la façon dont on, justement, l'obtient chez soi. D'ailleurs, l'autre grand ministère de l'univers sur la question de connectivité, c'est de se dire que le Wi-Fi, c'est finalement... on ne peut pas le voir. Vous nous dites que si. D'ailleurs, on en a deux incarnations avec nous. Voilà, j'ai ramené deux produits sur le plateau. C'est ce que propose donc la société Netgear avec sa gamme Orbi, donc qui est en fait la solution définitive à tous les problèmes de connectivité et de Wi-Fi dans un domicile. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on revient à ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, la box
qui est fourni dans le domicile ne permet pas de couvrir et de répondre à cette demande de trafic, de simultanéité et aussi de portée et de couverture. Donc aujourd'hui, ce sont des produits qu'on va mettre après la box dans le domicile pour s'assurer une couverture totale. Et quand je dis bien totale, j'ai des ados, je sais où ils utilisent le Wi-Fi partout dans la maison. Et le besoin de débit, il est là aussi parce qu'on va tous, ce qu'on appelle le peak time à la maison, hein, quand tout le monde est rentré, eh ben, on va tous se connecter d'une manière ou d'une autre avec des produits différents. Et il va y avoir une espèce de pression qui va s'exercer sur le Wi-Fi. Et ça, aujourd'hui, une box n'est pas capable de le délivrer. Donc, en fait, on met ces produits qu'on appelle des systèmes Wi-Fi. Ouais. Pourquoi système ? Parce qu'on en peut en mettre de 1 à 6 ou même plus dans une maison pour pouvoir couvrir tous les niveaux, tout type de domicile, hein, que ce soit un duplex, que ce soit un appartement traversant, un haussmannien, une maison avec plusieurs niveaux, des combles, des sous-sols, enfin bon, tous les exemples y passent, mais on a ce besoin, il faut y répondre. La connectivité qui traverse les murs. C'est ça. Je vais me retourner autour de l'autre spécialiste de ce plateau, Gaël, évidemment. On dit que le Wi-Fi 6E, c'est la 8e itération du standard Wi-Fi. Est-ce qu'on a raison ? Oui, parce qu'en fait, on a une évolution à la fois en fréquence. Donc, on a commencé sur des fréquences autour de 2 Go 4, ensuite du 5 Go, pardon. On va avoir un peu de mélange jusqu'au 7 Go. Donc là, le Wi-Fi 6, il va mettre d'1 GHz pratiquement à 7 GHz, de pouvoir étaler comme ça, en fait, la capacité de se connecter et de pouvoir échanger, en fait, avec les différents appareils, ce qui va permettre d'augmenter la densité. Donc, plus d'appareils connectés à une ou plusieurs points d'accès, et surtout d'augmenter le débit. Alors, débit sur Internet, parce qu'on est quand même sur le Wi-Fi 6, sur la norme 802.11 AX, sur du 11 gigabits. Très précis. Oui, c'est très précis. Il faut être précis. Non, et donc, ces 11 gigabits, il faut imaginer qu'ils vont être sur le réseau local. On a même des réseaux filaires qui n'atteignent pas trop ces débits-là. Donc, on est en radio parfois à des débits supérieurs à ce qu'on pourrait avoir sur les box, certaines, sur des réseaux filaires. Et c'est important puisque ça permet derrière aux personnes d'augmenter leur nombre d'appareils, d'augmenter le débit et de pouvoir communiquer entre eux et de pouvoir jouer parfois sur le réseau local de la maison avant même d'aller sur Internet. Bon, en clair, pour les non-spécialistes d'entre nous sur ce plateau, on va dire que ça augmente évidemment la capacité de connexion. C'est un vrai booster de connectivité. On dit Wi-Fi 6E pour Extended parce que c'est la plus grande évolution que le Wi-Fi ait connue en 12 ans. Juste pour régler la question, tout va être compatible en Wi-Fi 6E ou il va quand même falloir se mettre à la page même pour nos appareils ? Non, bien sûr. Dans toutes ces générations et toutes ces itérations de la norme, en fait, chaque nouvelle norme a une compatibilité descendante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise un produit en 6E, bien évidemment, on va supporter le 6, le 5, le 4, le 3, le 2, etc. Donc ça, on n'a pas de questions à se poser là-dessus. Donc on ne se fait pas de soucis de ce point de vue-là. On peut quand même se faire du souci d'un point de vue de cybersécurité. Parce que, messieurs, si je vous ai réunis sur ce plateau, c'est que, évidemment, on va rappeler une maxime ici qu'on connaît bien dans l'école du futur. Plus on est connecté, plus on est piratable. Ça veut dire que le Wi-Fi 6E, lui aussi, il n'est pas sécurisé à 100%. On a des clés de chiffrement qui ont aussi, elles, évolué avec ces différentes normes. On n'a pas du tout les mêmes sécurités qu'on avait il y a 25 ans et aujourd'hui, parce qu'il y a eu des exploits. Et donc, on a prouvé que certains mécanismes de chiffrement n'étaient pas viables. On peut aussi, derrière ces points d'accès, rajouter des mécanismes de contrôle. Ce que je fais avec mes jeunes ados, on n'a pas le choix. Si on instaure un rapport de confiance, mais ils grandissent avec cette émission, ces enfants. C'est important qu'on puisse aussi exposer ce que ces technologies amènent en termes d'opportunités, mais aussi en termes de vulnérabilité. Et donc, effectivement, la partie sécurité est essentielle. On va la trouver à 3 niveaux. On va la trouver sur le Wi-Fi lui-même, c'est-à-dire que la première chose, ça va être de s'assurer qu'on utilise les protocoles les plus récents. Chaque itération de la norme a vu aussi naître une itération de normes de sécurité. Ouais. Donc, c'est très important de suivre l'évolution. Donc, la problématique dans une maison connectée d'aujourd'hui, c'est qu'on a un éventail de produits tellement large, parce qu'aujourd'hui on connecte tout, que ce soit un frigo, que ce soit une plaque de cuisson, que ce soit une caméra de surveillance, que ce soit des détecteurs d'ouverture de fermeture, des PC, des smartphones. Et tout ce petit monde n'est pas égal en termes de Wi-Fi de base, la technologie, mais aussi de sécurité. Donc en fait, la bonne chose de ces systèmes Wi-Fi aussi, c'est qu'ils permettent d'isoler vos appareils connectés d'un côté, qui sont souvent anciens, avec des normes de sécurité anciennes, et les produits principaux qui vont constituer ceux de votre Wi-Fi principal. On va les séparer dans 2 réseaux distincts, de manière à ce que les IoT restent ensemble, avec le niveau de sécurité qui leur est dû et qui est souvent
pas très élevés. Et c'est souvent... on en parle au niveau des failles de sécurité et vos produits stratégiques importants de l'autre côté. Et donc, comme ça, on arrive à unifier tout ce monde-là sans prendre de risques. Ça, c'est la problématique Wi-Fi. Le deuxième sujet sous-jacent, c'est la sécurité de la maison connectée. Il ne faut pas, je le dis, je le répète, il ne faut pas communiquer le mot de passe de son Wi-Fi à la maison. Le nombre de fois où je vois des gens, oui, le mot de passe du Wi-Fi, tiens, tu peux retourner la box, c'est derrière. Ne faites pas ça chez vous. Ou dans les rédactions. Alors, sur un post-it. Oui, alors ça s'est arrivé à des confrères qui sont fait hacker il y a quelques années, en effet, de laisser des post-it avec les mots de passe Wi-Fi dessus. Voilà, donc je vais le redire, quand vous faites ça, c'est comme si vous ouvriez la porte de votre maison et que vous partiez en vacances. Parce qu'une fois qu'on est à l'extérieur du domicile, on prend un portable, on scanne, on rentre, et là, tout y passe. Donc, il y a une techno pour ça, ça s'appelle les réseaux invités. Il suffit de, et donc ces produits le supportent aussi, de créer ce réseau invité. Et donc, on crée un QR code, on le met sur le frigo, et puis quand les gens arrivent à la maison, s'ils ont besoin de se connecter, on utilise ce réseau invité. On peut même utiliser l'application Orbi qui permet de le distribuer. Un réseau sur lequel on va pouvoir donc du coup se plugger sans que ça atteigne. Et isoler aussi les invités. Le réseau source en fait. Bien sûr, de l'ensemble. Et isoler aussi les invités. Qui pourraient aussi transporter, pourquoi pas des chevaux 3, des virus, on peut y trouver. Ou n'importe quoi. Alors c'est important pour les maisons connectées, c'est aussi important pour les écoles. Je vous rappelle, là aussi, un petit rappel à la loi Abeille de 2015 qui pose l'obligation d'informer les utilisateurs de la présence potentielle de Wi-Fi dans les établissements scolaires, notamment. Depuis, un référentiel Wi-Fi a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. C'est important parce qu'il faut vraiment comprendre ces installations de réseau Wi-Fi dans leur dimension pédagogique, juridique et technique. C'est un référentiel qui va s'adresser en priorité aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école et aux délégués académiques au numérique. Le Wi-Fi à l'école, c'est un débat éternel. Ça restera un débat éternel, mais c'est en même temps un outil indispensable. Moi, je le qualifie au même niveau que celui qu'on a au domicile, parce qu'aujourd'hui, la plupart des outils qu'on utilise sont numériques. La plupart des outils ont des accès en ligne. Je le vois bien, j'ai aussi 2 filles qui sont scolarisées. C'est une obligation. Maintenant, il faut pouvoir grandir avec, l'utiliser tout en étant conscient de ce que ça amène et des risques et de tout ce qu'il y a autour. À partir du moment où tout ça, on en est conscient, on implémente les solutions qui vont bien avec. Gaël, on a vu des recrudescences de cyberattaques touchant notamment les écoles et l'éducation nationale récemment. En fait, c'était un grand... Bon, à l'époque, j'étais fonctionnaire, c'est encore une dizaine d'années. On avait cette directive aussi qui touchait les ministères. C'est-à-dire qu'on avait interdiction de déployer ces réseaux, surtout parce qu'on pouvait évidemment faire du war driving et donc aller circuler dans une ville et repérer les réseaux Wi-Fi qui étaient installés, le niveau de chiffrement, la norme qui a été utilisée pour chiffrer et évidemment attaquer ces ministères, ces entreprises à travers ces actions dites de war driving, de découverte en fait des réseaux Wi-Fi. Et effectivement, dans les écoles, on a eu 2 problèmes. Le premier, c'était qu'il fallait calmer un peu les personnes qui étaient dites sensibles aux ondes. Donc, beaucoup de nocebo. Alors, nocebo comme le placebo. Nocebo, on n'avait pas forcément allumé le Wi-Fi, mais que déjà, il y avait des migraines. Il fallait en tenir compte, cette crainte. Et de notre côté, évidemment, l'enjeu de cybersécurité, mais permettre, évidemment, avec un certain nombre d'outils, comme le contrôle parental, éviter l'accès à certains contenus, à certains sites ou à certaines vulnérabilités sur l'intranet ou l'Internet, en fait, directement. Touche pas au Wi-Fi. Vous êtes prêts pour la révolution du Wi-Fi 6E? J'ose l'espérer avec les conseils de Lionel Paris et de Gaël Musquet. Vous êtes prêts aussi à passer l'épreuve du grand oral sans anxiété et en mettant justement en avant votre personnalité grâce à Adrien Borne et Speech Easy. Vous êtes prêts? Moi, je vous laisse repartir vers une activité normale et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres aventures dans l'école du futur.